Laurent Roland, Toniquez, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre, Laurent, par le quotidien Matin Libre, par un sujet, évidemment. On y reviendra dans l'actu décalé, mais disons un mot très rapidement là-dessus. Déjà à l'entame de cette partie de l'émission, médiation dans la crise Bénin-Niger. Une première victoire pour Soglo et Yayi, écrit le quotidien. Bon, est-ce que c'est une première victoire? C'est vrai que le simple fait qu'il soit reçu par Tiani, qui refuse de recevoir tout le monde pratiquement, c'est déjà un point positif pour les deux anciens chefs d'État. Mais est-ce qu'on dira que c'est une victoire pour les deux? Je ne pense pas que ce soit une victoire. Justement, est-ce qu'il convient même de dire qu'il refuse de recevoir? Parce que d'après les explications qui ont été données par rapport au courrier envoyé par le chef d'État, vous faites allusion certainement à cela. Je ne parle même pas du Bénin. Il a refusé de recevoir les Américains, par exemple. D'accord. Donc le Bénin même, je dirais que le cas du Bénin, c'est un épiphénomène. Refuser de recevoir les Américains, ça a son sens quand même. Donc en fait, c'est de ça moi je parle. Déjà, donc, pour dire que c'est un point positif déjà que de savoir qu'ils se sont rendus à Niamey. C'est une petite victoire. Bon. C'est une première victoire. Le problème, c'est que le langage victoire dérangera des gens qui pensent qu'ils veulent faire de la récupération politique. Oui. Et donc, pour éviter ça carrément, il vaut mieux dire que c'est un point positif pour les mettre au calme, quoi, en réalité. Point positif, première victoire, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand vous dites que c'est une victoire pour les deux anciens chefs d'État, c'est à croire que, bon, ils ont déjà réussi à dénouer la situation. Je vous comprendrais mieux si vous me disiez, par exemple, qu'il faudrait dire peut-être une première victoire pour un premier pas dans le dénouement de la crise. Première victoire pour les deux peuples nigériens et béninois, je comprendrais ça. D'accord. Mais qu'on dise premier pas ou première victoire, je pense que c'est du pareil au même temps que les deux noms de ces chefs d'État apparaissent dans la phrase. Donc on parlera de récupération. Voilà, on peut l'interpréter de cette manière, mais moi je vais éviter de l'interpréter de cette manière pour que les gens disent qu'en fait les deux anciens chefs d'État font de la récupération politique. Parce que qu'on ne le veuille pas, si le gouvernement ne s'implique pas très vite dans cette démarche des deux anciens chefs d'État, si ça a moins... Si tant est qu'il n'est pas impliqué. Oui. Bon, maintenant si au finish... Parce qu'il peut être impliqué officiellement comme officieusement. Non, c'est ce que je dis. Si officieusement, c'est comme je l'ai fait, c'est déjà une bonne chose. Si officiellement, rien n'est fait ou bien officieusement c'est fait, je crois que c'est un point positif également à son niveau. Parce qu'après tout, les autres, en faisant le point, si entre-temps la crise était dénouée, n'auront d'autre choix que de faire le point fidèle pour dire oui, nous avons été soutenus à un moment donné dans notre démarche par notre successeur, notre jeune frère président de la République. Donc, oui, l'un dans l'autre. Donc moi, je ne vais pas parler de victoire parce que quand on parle de victoire, automatiquement, n'oubliez pas qu'il y a ce camp qui ne veut du tout pas voir Nicéphore Soglo et Boni Yayi à Niamey, ne veut pas du tout les voir intervenir dans la crise et qui pense que leur présence dans cette crise pourrait contribuer encore à envenimer les choses. Alors qu'en réalité, nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée et considérer que Boni Yayi et Nicéphore Soglo vont là-bas en tant qu'ancien chef d'État, pas au nom du parti les démocrates ou au nom, bon, même si ce parti n'existe plus, Renaissance du Bénin. Oui. Non, chez la famille Soglo, le parti continue d'exister. Toujours. Ils estiment que c'est d'autres personnes qu'ils ont aidé par le passé, qui sont venus faire disparaître ce parti, qui ont contribué à dépouiller ce parti. Donc, dans leur tête, ils estiment que, bon, c'est pas pour rien que le second fils, pour aller aux élections dans ce pays, a dit que lui ne se conforme pas aux nouvelles dispositions. Oui, voilà, il est allé déposer sa candidature conformément aux dispositions prévues par la loi, en tout cas fondamentale de 1990. Donc voilà un peu. C'est pour amuser. Vous estimez que c'est pour amuser la galerie? C'est pour amuser la galerie, osons le dire. En tout cas, on revient sur le sujet, Laurent. Oui. Non, mais osons dire les choses. On revient sur le sujet tout à l'heure, dans l'actu décalé. Donc vous estimez qu'on peut oser dire les choses? Bah oui, il y a certaines choses qu'on peut oser dire. On va oser dire les choses désormais, sans filtre. Donc, vous avez par le passé manqué d'audace, c'est ça? Non. En tout cas, puisque vous me donnez... en tout cas, on verra la prochaine. C'est vrai que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire,
Mais il y en a qu'il faut dire, voilà, et puis se foutre du camp du raton. Laurent Roland Toninquès, on va poursuivre à leur fait d'actualité. La presse en parle abondamment ce matin, attaché à la dissolution de la SOGEMA. Le quotidien, le grand jury écrit, après la SONAPRA, l'ONASA, le CNCB, la SONACOP, la SOBEMAP et autres sous la rupture, la Société de gestion des marchés autonomes n'existe plus. Sa dissolution est prononcée au Conseil des ministres hier. Oui, je suis tenté de dire, et peut-être que ça va choquer beaucoup de personnes, mais écoutez, je le dis, j'assumerai. Osez le dire. J'ose le dire parce que ce matin, vous me donnez beaucoup plus de tonus pour que j'ose dire ce que je pense. Je pense que le gouvernement de dissolution des premières fois a encore frappé. Et malheureusement, depuis 2016, on voit que le gouvernement, première chose, dissoudre. Après revenir créer une structure pareille qui fait pratiquement la même chose que ce qui a été dissous. Renforcer. Ouais, mais je dis, si ça vous dites que renforcer, ça veut dire qu'il y a une société pareille à ce qui avait été dissous. Oui, mais vous reconnaissez? Oui, mais renforcer, il faut préciser. Mais pourquoi on ne raconte? Parce que quand on dit pareil, c'est comme si c'était pratiquement la même chose. Pourquoi on ne renforce pas l'existant? Il faut toujours dissoudre. Ça participe d'une politique, d'une manière de voir les choses. Cette manière de faire pour dire que c'est autant de temps que telle chose a été créée. La rupture. Arrêtons avec ça. Le Bénin existait avant. La rupture, une fois de plus. Quelle rupture? Rompre avec les mauvaises pratiques. Vous pensez que dans leur camp, il y a rupture à tous les niveaux? Je ne vous apprends rien peut-être, et ce n'est pas forcément pour défendre, mais quand on se place dans cette logique, on peut se dire oui, quand il y a une administration sur pied qui a pris le temps de fonctionner et qu'on remarque un certain nombre de dysfonctionnements, parfois la meilleure solution, c'est de dissoudre et de relancer les choses comme ça, on rompt avec les anciennes pratiques, avec les mauvaises pratiques. Le drame ici, c'est que on repart sur de nouvelles bases. Le drame ici, c'est qu'il y a un personnel qui travaille dans cette structure. Bien sûr. Qui travaille. Donc parfois, quand on dissout, les gens se retrouvent sur le carreau. Malheureusement. Alors, vous pensez qu'il faut continuer à applaudir ça? Même si d'autres sont appelés par la suite pour... Avec dans quelles conditions et par quel canal? Posons-nous les véritables questions. Parce qu'il y a question au NASA, on a parlé de SONAPRA, on a parlé de SOBEMAP. D'ailleurs, quelqu'un a attaqué le décret qui consacre la dissolution de la SOBEMAP devant la Cour constitutionnelle. On attend de voir ce que la Cour constitutionnelle va décider. Mais là, par exemple, au niveau de la SOGEMA, on a parlé de société de gestion des marchés autonomes de Cotonou. Et donc, malheureusement, une fois encore, c'est vrai qu'on est en train de vouloir dissoudre, déplacer le marché d'Antokpa. Et donc, principalement, cette société gérait le marché d'Antokpa. Mais pas que ça. Pas que, on est d'accord, mais c'était le principal du travail qui était fait. Je suis sûr que si je pose la question, on va rencontrer dans des explications des terminologies agence-société. Parce qu'il y a société de gestion et agence nationale de gestion des marchés. Alors, moi, je pense qu'au fond, est-ce qu'il y avait nécessité, besoin de dissoudre pour dissoudre? Parce que déjà, là qu'on dissout et qu'on a nommé... Vous pensez que c'est une dissolution pour dissoudre? C'est-à-dire que oui, là, on dissout juste pour dissoudre. Oui, mais la SOGEMA, si on renforce, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure... Et c'est ce qui a toujours été fait. Attendez, si on change le mode de fonctionnement, on change les politiques. Écoutez, on peut revoir à tout moment les statuts d'une entreprise. Mon cher Ahmed Arekpa. En tout cas, j'ai créé une entreprise dans ma vie une fois. J'ai travaillé avec des gens qui ont des entreprises qui, chaque fois, revoient les statuts de leur entreprise. Et donc, on peut revoir les statuts d'entreprise et renforcer, comme vous l'avez dit, et laisser le personnel existant et travailler avec eux. Mais le problème qui se pose, c'est que souvent, on dissout. On crée une nouvelle entreprise, mais on ne reverse pas le personnel de cette entreprise. Des gens se retrouvent sur le carreau. J'ai pu échanger d'hier à aujourd'hui avec des gens qui travaillent à la SOGEMA pour demander comment est-ce que ça se passera maintenant, leur situation professionnelle. Et oui, ils ont eu un entretien, une rencontre avec le ministre de tutelle, le ministère de tutelle, le ministère de la décentralisation. Mais au fond, rien n'est encore défini parce qu'ils disent que des gens seront, en tout cas, envoyés vers la nouvelle agence. Mais les critères ne sont pas encore définis. On n'a rien dit de concret. C'est-à-dire qu'on dit des gens seront là-bas, mais on ne sait pas si tout le monde sera déployé de l'autre côté, et sachant très bien que nous sommes dans une situation de dissolution où les gens sont entreprises dissoutes depuis 2016. Le personnel a toujours eu ce problème. Ça veut dire que c'est un problème de plus qu'on crie c'est un problème de plus qu'on crie à la communauté, parce que beaucoup de personnes... Et déjà, regardez par exemple, même au niveau de la SOGEMA, il y a une radio. La radio SOGEMA, qui est en plein cœur du marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa va se déplacer. Ça veut dire que la radio SOGEMA n'aura plus le droit de citer. Le liquidateur va vendre ça à quelqu'un d'autre. Nos confrères deviendront quoi?
Parce que le liquidateur, quand il prend, et puis après, quelqu'un d'autre prend la radio, il peut décider de ne pas continuer avec le personnel qui existe. Et donc, je crois que dans tout ça, il faut définir les bases clairement et assurer l'emploi de ceux qui travaillent dans ces entreprises d'abord, et après, on les reverse, les déploie vers une autre structure. Et ceux-là qui n'ont peut-être, qui sont déjà 25 ans, 30, 25 ans ou 26 ans, 24 ans de service, on peut à la limite voir comment leur payer leurs droits, mais prendre le personnel jeune et autres. Voilà, mais on ne définit rien de tout ça. Mais le problème qui va se passer, c'est que vous allez voir que tout est dissous. On va dire aux gens d'attendre. Ils seront à la maison. Après, l'ANAGEM va lancer un recrutement avec des critères bien définis, taillés sur mesure. Après, les gens ne se retrouveront peut-être pas dedans. Et on dira, oui, on a lancé le recrutement. Et puisqu'ils ont de l'expérience, ils sont libres de postuler. S'ils ont postulé, ils n'ont pas été retenus. Ah ben, ce n'est plus la faute du gouvernement. Non, continuons pas à faire les choses de cette manière. Faisons en sorte que demain, les gens puissent parler bien de vous. Parce que autant de familles à la maison depuis 2016, autant de familles disloquées parce que le monsieur n'a peut-être pas les moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants, la femme peut partir à un moment donné, ou bien le monsieur ne sait pas, tente d'aller en aventure, on sait comment ça se passe. Donc autant de choses, moi je pense que désormais, si on va dissoudre, parce que si on ne le dit pas maintenant, les gens vont continuer à dissoudre sans prendre des précautions pour assurer, préserver l'emploi des gens. Oui, c'est un plaidoyer, on comprend bien votre plaidoyer ce matin, Roland Tononiquez, mais après, en termes de gestion, oui, vous savez qu'il y a toujours bien. C'est-à-dire qu'en termes de gestion, malheureusement, oui, le volet social, il est très important, mais parfois, c'est comme je le disais, quand il y a une équipe sur place qui dysfonctionne, d'accord, et qu'on a envie de changer les choses, parfois, malheureusement, il faut se séparer. Vous avez entendu le gouvernement une fois de certains éléments de cette équipe, malheureusement. Alors, après, vous parlez de dysfonctionnement. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement venir vous dire, ou comme un jour, pour dire que la SOGEMA est très, très, très mal gérée? Est-ce que vous avez entendu le gouvernement vous dire on ne vous le dira jamais de manière. Non, mais écoutez, cette manière de défendre, mais si on en vient, oui, mais Laurent, si on en vient à dissoudre une société, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des dysfonctionnements. On ne dissout pas pour dissoudre, justement. Alors, je vous sais entrepreneur, le jour où vous décidez de dissoudre votre société, c'est parce que vous vous rendez compte que ça ne marche plus du tout. C'est une société, vous parlez là de moi, société privée. Là, maintenant, on parle d'une société d'État. Je prends un c'est pas la même chose. À tout hasard, que ce soit dans le privé comme dans le public. Quand on dissout une société, c'est qu'on se rend compte que ça ne va pas. Et donc, si ça ne va pas, c'est un ensemble d'éléments qui ont concouru à ce que ça n'aille pas. Au rôle de ces éléments, le personnel, forcément. Donc, si on se rend compte qu'avec ce personnel, on n'atteint pas les objectifs. Vous connaissez le gouvernement là. Vous savez que si les objectifs escomptés, non, malheureusement, vous connaissez le gouvernement malheureusement, alors, vous savez très bien ce que je dis, enfin, n'engage que moi et malheureusement implique tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation. En tant que gestionnaire, on se sépare. Vous connaissez le gouvernement là. Vous savez très bien que si quelqu'un est en faute dans cette structure là, le gouvernement ne lui fera pas le cadeau et ne fera pas, en tout cas, ne le protégera pas. La personne sera purement livrée. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu des dossiers à la SOGEMA où des gens ont été interpellés sont devant la justice. Et donc, si on doit pouvoir estimer que c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement que pratiquement on renvoie tout le monde au carreau, moi je pense que ce n'est pas bien. Je crois que la meilleure des choses, le bon sens recommande qu'on fasse l'effort de préserver l'emploi des gens. Vous imaginez ce que je dis, c'est quand même assez clair. Des gens qui ont fait 25 ans et qui du jour au lendemain vont se retrouver sur le carreau et après la nation va fixer les critères pour recruter, les gens ne vont pas se retrouver dedans et finalement, au-delà de tous ces gens qui ont l'expérience de terrain, donc qu'on peut utiliser à tout moment. Et la SOREMAP qui a été dissoute, on a créé une autre entreprise, non, qui fait pratiquement les mêmes choses que la SOREMAP, non. Mais ceux qui sont au niveau de la SOREMAP deviendront quoi? On n'a pas dit clairement s'ils seront reversés ou pas, redéployés là-bas ou pas. C'est de ça, moi je parle. Moi je dis au-delà de tout, oui, on peut estimer qu'il y a des dysfonctionnements, d'accord. Mais les dysfonctionnements, on peut les régler autrement. Mais pour préserver l'emploi des gens, parce que beaucoup de personnes vont se retrouver. Et n'oubliez pas que nous sommes, dans quel mois? Nous sommes en juin. Ceux-là si on dissout l'entreprise maintenant. À la rentrée. Oui, mais si on dissout l'entreprise là maintenant, et qu'on ne fait rien jusqu'en septembre-là, ces parents-là qui n'auront peut-être pas de ça, qui n'auront pas de là, qu'est-ce qu'ils feront de leurs enfants? Votre plaidoyer, en tout cas, on le comprend parfaitement. Moi, je veux du côté. Voilà, on se met évidemment à la place. Je veux du côté du peuple, à la place de ces employés. Que les dirigeants comprennent qu'il y a des choses. On peut faire autrement. On ne peut pas continuer à dissoudre pour dissoudre et renvoyer les gens à la maison. On attendra en tout cas des explications du gouvernement, de plus en plus d'explications du gouvernement par rapport à cet état de choses. Non, ce n'est pas question d'explication. Parce que dans ce pays, que voulez-vous finalement? Oui, non, parce que le problème c'est quoi? Que voulez-vous finalement? C'est de prendre des actes concrets. Oui.
des mesures concrètes. Pourquoi? Parce que dans ce pays, question de Sonapra, Onasa et autres, on a vu les gens monter au créneau pour donner des explications. Au finish, beaucoup de personnes sont encore à la maison. Moi, je ne veux plus d'explications. Qu'est-ce qu'on a à faire des explications? C'est en cela que non, je vous dis, Laurent, calmez-vous. Je ne suis pas en colère. Calmez-vous. Non, je sais que vous n'êtes pas en colère, mais vous vous emportez un peu. Non, je ne m'emporte pas, justement. Calmez-vous. Ce que je dis, c'est clair. Je sens un peu trop d'émotion. Non, pas d'émotion. Calmez-vous. Ils peuvent vérifier. Je n'ai aucun parent à la Sogema. Non. Aucun parent à la Sogema. Mais je vais bien être du côté du plus faible pour dire revoir les choses autrement. C'est pas bien. Écoutez-moi, Laurent. Ce que je dis, c'est simple. On se met à la place de ces employés. Évidemment qu'on a mal pour eux. Parce que, enfin, ça peut être justement... alors, vous nous dites, vous n'avez aucun proche, peut-être, enfin, à votre connaissance. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un cousin, peut-être qu'il y a une tante, peut-être, donc forcément on se met à la place de ces employés. Et on a mal pour eux. Je connais tous mes cousins, j'ai grandi en famille. Tant mieux. En tout cas, on se met à leur place. On se met à leur place et on a mal pour eux. D'accord? Après, comme je l'ai dit, on attendra des explications du gouvernement par rapport à cet état de choses. Et après, votre plaidoyer, je le comprends parfaitement. Et je partage. Mais après, je dis qu'il y a certains éléments qu'il ne faut pas, obscurcir, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est tout. Mais votre plaidoyer, on le comprend parfaitement. C'est un ensemble de problèmes que cela va créer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis de vous calmer. Voilà. Pour finir, je dis, calmez-vous. Je n'ai pas besoin d'explications, moi. Je veux qu'on prenne des actes concrets et qu'on dise maintenant le personnel sera reversé. Qu'on dise au niveau de toutes les structures dissoutes là, en tout cas les nouvelles qui sont créées, qui ne sont pas encore fonctionnelles, qu'on va installer d'ici là, qu'on fasse un redéploiement du personnel pour préserver l'emploi des gens, plutôt que de dire après on veut lancer des critères de recrutement et puis après on sait comment ça se passe. Mais non, arrêtons avec ça. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Béninois et faisons les choses pour que demain, d'autres Béninois n'en arrivent pas à dire vous avez été mauvais à votre temps, c'est à votre temps que j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas bon à entendre. Laurent Roland Tonekes, allez dans un autre registre à présent. Intéressons-nous à ce titre à la une du quotidien. Le Patriote, diplomatie béninoise, homme politique et affairiste aux commandes. Les diplomates écartés. Je sais à quoi fait allusion le journal. Qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères... Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez? Est-ce que vous avez fait la même remarque? Le ministre des Affaires étrangères n'est pas un diplomate. Ça, c'est un secret de polichinelle, ce n'est pas Laurent qui le dit. C'est un affairiste. C'est un homme d'affaires. Mais quelqu'un qui a fait ses affaires au Togo, qui est venu au Bénin, fait travailler au Bénin également, qui a même une entreprise. On a pu voir avant qu'il ne soit nommé ministre comment est-ce que les gens ont communiqué pour sa moto dans ce pays. Je ne invente rien, non. C'est connu. Bon, peut-être que mes parents d'Agovie ou de Togo n'ont pas encore l'information, peut-être ça, mais à Cotonou, au moins, c'est un secret de polichinelle. Et là, il y a des diplomates qui sont là, qu'on peut mettre peut-être à cette position-là, Et donc, le journal a sa manière de traiter. Ce n'est pas un événement en tant que tel. Non, justement, voilà, est-ce que vous m'avez vu en faire un débat? C'est parce que le journal en parle et vous posez la question que je vous réponds. C'est pas la première fois qu'on a... quelqu'un qui n'est pas diplomate. L'essentiel pour moi, c'est qu'on peut prendre un paysan qu'on peut mettre au ministère des Affaires étrangères, pourvu qu'on ait des résultats sur le plan diplomatique. Mais seulement qu'on constate que depuis qu'il est là, on a eu des problèmes sur le plan diplomatique. Appelons un chat, il ne sait pas. Vous pensez que ces problèmes sont dus à sa gestion, c'est ça? Je ne sais pas, mais j'ai un ministre des Affaires étrangères. Il est venu là, dans la période de la crise avec le Niger. On a vu l'évolution de la situation. À aucun moment, on a encore eu des dénouements. Et d'ailleurs, même les différentes sorties du chef d'État, à un moment donné, ont créé la polémique. Et le ministre des Affaires étrangères aussi a pris la parole à un moment donné, ça a créé la polémique. En réalité, le diplomate peut-être aurait pu aborder le sujet autrement ou bien aurait pu conseiller autre chose au chef de l'État. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Pour dire quoi? Oui, ce qui est sûr, depuis que Adjadi est là... Le diplomate qui a pris par là en temps a fait savoir que c'est le chef de l'État qui définit la politique diplomatique. Donc finalement... Donc, même s'il était là, si on s'en tient à ce discours, qu'il n'y aurait pu rien du tout. Vous me faites plaisir ce matin, quoi, parce que quand vous le dites, ça veut dire que vous reconnaissez que quoi le ministre qui est là en réalité n'a peut-être pas le droit de citer et que c'est le patron qui décide. Je pense que il se soumet à ça. Je pense que la personne n'a jamais dit ça. Non, mais on
on va jouer le replay. Est-ce qu'il y a la VAR là, s'il vous plaît? Mais non, jouez-moi la VAR. Vous interprétez mes propos. Vous interprétez mes propos, Laurent Roland-Tony Kess. Je n'ai jamais dit que bon, de le toute ministre... façon, il faut reconnaître que Adjadi Bakari, depuis qu'il est là, est-ce qu'on a eu des victoires diplomatiques pour autant dans les différentes crises? Est-ce qu'on a eu des dénouements? On a pu voir, oui, que les gens ont dit que c'est grâce à lui qu'il y a eu un rapprochement entre le Bénin et le Nigeria, par exemple, et Tinubu. Et Tinubu étant, vous connaissez, Yoruba, et lui-même Yoruba, ayant ses origines de ce côté également. Nigeria, ça a peut-être facilité les choses à ce niveau, mais puis après ça, on voit les différentes crises, hein, on voit comment ça se passe. Ce qui est sûr... D'ailleurs, on recevra tout à l'heure un diplomate en plateau, peut-être qu'on lui posera la question de manière subtile. Ce qui est sûr, c'est le chef qui définit sa politique, comme vous l'avez reconnu, vous l'avez dit. C'est ce que nous a dit l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui, mais quand j'ai parlé de nouveau, vous aviez utilisé cet argument, alors qu'en son temps, vous n'étiez pas totalement d'accord avec lui. En fait, je vous ai pris au mot. En son temps, vous n'étiez pas d'accord avec l'ancien qui a dit ça, mais quand j'ai voulu... parler de nouveau, vous avez rappelé ça, ça veut dire que par la suite, vous avez poussé vos réflexions, ou bien vous avez eu des informations pour confirmer que ce qu'il avait dit n'avait pas totalement tort. Bref, c'est une parenthèse pour dire passons, c'est mieux, passons. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, c'est bien qu'il soit là, c'est le chef qui définit sa politique et qui, en tout cas, montre aux différents ministres ce qu'il a envie de faire. Et parfois, les ministres peut-être peuvent avoir la meilleure volonté, les bons conseils, et le chef peut ne jamais accepter et mettre en pratique ce que disent les ministres. Donc, c'est aussi ça le véritable problème que nous allons peut-être chercher à comprendre. Dans une certaine mesure, j'estime que oui, Adjadi fait ce qu'il peut, n'étant pas allé à une école de diplomatie et qu'il est allé à l'école des affaires d'investisseurs. Il ne peut que parler de ce langage d'investissement, de comment avoir de l'argent. Et donc, alors qu'en réalité, avant de vous il faut créer cette volonté du gouvernement, justement, d'avoir une diplomatie de développement. Oui, mais le problème, c'est que pour aller à non, pour aller au développement, pour avoir les investisseurs, il faut d'abord créer l'écosystème avec les diplomates. Vous voyez un peu. Et donc, le ministère est rempli de diplomates. Oui, mais le problème, c'est que aucun directeur ne peut aller faire quelque chose sans l'aval du ministre et sans l'autorisation du chef a priori. Donc, peut-être que les choses flottent à ce niveau, mais on a constaté aussi que quand même le chef bouge maintenant davantage mieux. Voilà, on le voit sortir de plus en plus. Oui, le Bénin s'ouvre un peu. On n'est plus pour autant en autarcie comme on a voulu le décréter à partir de 2016. Je pense qu'on n'a jamais été en autarcie. Non, on n'a pas voulu à un moment donné. C'est très fort comme terme. On n'a pas voulu sortir, on n'a pas voulu tendre la main, on n'a pas voulu... On a assez droit dans nos bottes. C'est de la responsabilisation. Mais je crois que oui, aujourd'hui, il faut féliciter le fait que oui, les chefs sortent par moment. Mais je pense que Bakari Adjadi peut mieux faire. D'accord. On va mieux faire justement, Laurent Roland-Tony Kess à Cotonou, c'est le matinal qui nous en informe. Reconstruction annoncée de l'ancien pont, d'autres infrastructures approuvées par le Conseil des ministres. Oui, c'est une bonne chose que de savoir que l'ancien pont soit reconstruit parce que vous savez que vous avez... J'ai envie de poser une question bête. Après la reconstruction, est-ce qu'on va continuer de l'appeler l'ancien pont ou on va l'appeler désormais nouveau pont? Quoique, il y a un autre pont qui s'appelle déjà nouveau pont. Il y a un nouveau pont. J'ai fini, j'ai fermé la parenthèse. On continue. Ce qui est aussi ceux qui dissolvent et créent de nouvelles choses, après avoir reconstruit l'ancien pont, c'est à eux de nous dire comment on va l'appeler désormais. D'accord. Vous vouliez parler, enfin, c'est votre subconscient qui a voulu parler à votre place, très certainement, du coup. J'ai senti le combien venir rapidement et vous êtes retenu. La question éternelle, du coup, n'est-ce pas? Non. Non, mais assumez. Non, mais écoutez. Assumez ce que vous envoie comme information et impulsion à votre subconscient. Ahmed n'arrive pas. Imaginez, vous êtes directeur de la radio Diaspora FM. Et vous imaginez que vous travaillez après, vous ne dites pas à quoi vous voulez acheter tel micro. Parce que vous dites qu'il y a. C'est pas important. Vous dites que le micro est gâté, l'ordinateur est gâté. Et puis,
Vous achetez le déchet. Donc, quand un ballon vous demande des comptes, vous dites que non, bon, on va faire le point après. Non, ça n'a pas coûté cher. Hein. Si je vous dis que ça a coûté 25 000, maintenant vous allez dire que c'est moins cher, c'est pas la qualité. Si vous dites que c'est 4 000, que c'est trop cher. Allez, autre fait d'actualité, Laurent. L'administration générale vous interpelle. Autre fait d'actualité, Laurent. Laissez-moi finir. Si on réalise le point, dites-nous combien ça va coûter. D'accord, voilà. C'est là que je vous attendais, moi, en fait. Voilà. Ça peut déranger les gens, mais je l'assume. Dites-nous ce que ça coûte, ce que vous faites. C'est très simple. C'est pas sorcier ça, non? D'accord. Je pense que le message est passé, Laurent. Ceci, avec fraternité, saison pluvieuse et pollution, cycle infernal à Cotonou, nécessaire implication des populations pour accompagner les efforts du gouvernement. Oui, je crois qu'il faut véritablement sensibiliser les populations parce que une chose est de régler, de construire les infrastructures, mais une chose est de sensibiliser les citoyens pour que ceux-ci ne continuent pas à envoyer des déchets dans les caniveaux, les infrastructures, parce que les déchets bloquent la circulation de l'eau. Vous imaginez, vous allez à des endroits donnés, d'abord, les gens transforment les bas-fonds en tas d'immondices et puis la circulation de l'eau est bloquée. Ou bien parfois même quand on fait les canaux pour la circulation de l'eau, les gens mettent des déchets jusqu'à fermer tout. Après quand ils sont inondés, c'est les mêmes qui vont crier pour dire que rien n'est fait et qu'ils sont en difficulté. Donc j'estime fondamentalement qu'il faut sensibiliser la population. Mais aussi, il y a un problème majeur parce qu'une chose est de régler, de faire les infrastructures, mais il faut revoir carrément la structure de Cotonou. Parce que quand de fortes pluies seront là, il y a des maisons qui sont réalisées aux alentours de ces infrastructures, notamment quand je parle le cas de cette ville en allant vers le Soyekou Nouvelle-Corps, j'apprécie à juste titre ce qui a été fait. Mais seulement que l'infrastructure est en haut et les maisons se retrouvent en bas. Donc à un moment donné, les inondations. À un moment donné, quand il y aura de fortes pluies, toutes les maisons de la zone seront inondées. Donc il va falloir que les gens travaillent maintenant à penser à comment faire pour monter leur maison. Il faut enlever les toitures, reconstruire les maisons, c'est beaucoup de maisons, monter les maisons au même niveau pour que l'eau qui sort de votre maison puisse facilement circuler pour aller dans ces canaux-là. Autrement, on a beaucoup fait de dire que le projet PAPC, c'est pas un politique des inondations, mais pour autant, les dégâts seront énormes si on ne prend pas garde et si on ne prend pas des mesures adéquates le plus tôt possible. Donc oui, il faut sensibiliser les populations, il faut leur parler parce que même les caniveaux, vous voyez, moi j'estime même qu'il faut trouver une loi, d'ailleurs la loi sur l'environnement, hein, c'est vrai qu'il y a des dispositions, mais je crois qu'il faut aller faire la relecture corsée. Tous ceux qui ont le portail à côté d'un caniveau qui passe devant la maison et qui mettent les déchets dans les caniveaux sont remplis de déchets, on verse sa poubelle dans les caniveaux, on mange les eaux usées, tout rentre dans les caniveaux. Et puis ça bouche parfois les caniveaux. Et après on parle d'inondation. Alors qu'en réalité, on aurait dû éviter de mettre les déchets dans les caniveaux. Ceux qui ont des ateliers au niveau des caniveaux, oh là là, voilà d'autres personnes, des gens qui font preuve d'incivisme notoire, les coupures de tissus déchets, les coupures, les mèches, tout ça, les sachets de mèches, les papiers, je sais quoi, tout est vidé. Il y a nos fameuses bonnes dames qui vendent à manger, qui déversent les eaux usées, vous en parlez, et quel puanteur. Ah oui, il y a un endroit à Calavi, dans la zone de Faucon, quand vous passez par là chaque fois. Sur le carrefour. Oui, quand vous sortez pas derrière l'ancien site de Orabank là. Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tous les jours, vous passez par là, il y a toujours l'odeur qui est. J'ai l'impression que là, c'est plutôt. Alors, désolé d'en parler là, mais je pense que là, c'est plutôt une question de canalisation par rapport. Je n'ai pas canalisation, je vous explique ce qui s'est passé. Les gens percent les caniveaux. Voilà. Pour faire, et évacuent les eaux usées de leur maison, parfois les déchets de leur WC dans les caniveaux. Les bouts de vidange. Les bouts de vidange dans les caniveaux. Ça se passe sur plusieurs artères. Je demande au ministère, aux agents du ministère. Qu'on fasse des contrôles, quoi. Du cadre de vie. Ce n'est pas à moi de faire. On ne va pas étiqueter. Sortez des bureaux. En particulier. Cadre du ministère du cadre de vie. Enquêtes, sortez des bureaux, allez sur le terrain. Il y a plusieurs endroits comme ça à Bomé-Calavi. Il y a plusieurs endroits comme ça à Bomé-Calavi. Et parlons même de Calavi Centre où c'était possible de respirer. Allez là-bas, vérifier. C'est pas normal. D'accord, vérifiez pour nous. Sortez des bureaux, allez vérifier ça pour qu'on puisse respirer mieux. On a envie de vivre longtemps sur Terre.
Sortez des bureaux, libérez les bureaux. Libérez les bureaux, parce que vous prenez trop de poids. Restez trop assis dans le bureau, on prend trop de poids. Allez vous dégourdir les jambes sur le terrain et permettez-nous de respirer mieux. Vous me direz ce que vous pensez de ceci, Laurent. Avec le grand jury en Peli, Bénévision 2025, assainissement 2026, assainissement des finances publiques. Hippolyte Arondemain pense à la création d'un ministère pour lutter contre la corruption. A-t-on besoin voilà un comédien. D'arriver à un comédien, dites-vous. Voilà un comédien que les gens, pour qui les gens communiquent depuis quelques jours pour dire qu'il sera candidat à la présidentielle. Et c'est lui qui propose chaque semaine. La loi, lui. Sur quelle scène l'avez-vous déjà vu Écoutez, Restez. on a d'autres soucis. Il n'a qu'à prendre son argent là pour aller assister les orphelinats, les démunis de la société. Non, mais sur la question de la corruption, ne nous attendons pas sur la personne. Ce qu'il dit là. Ne nous attendons pas sur la personne parce que ce n'est pas la personne qui nous intéresse, c'est l'idée. C'est de l'idée que je veux qu'on parle. Voilà. Je ne parle de l'idée. Est-ce qu'on a besoin de créer un ministère On n'en a pas besoin. C'est pour ça que je vous dis pas. On n'en a pas besoin. C'est pourquoi il parle de comédie. On n'en a pas besoin. Dites-moi ça et c'est bon. Mais ne parlons pas de la personne. La une des journaux, là, qui prennent ça pour aller assister les orphelinats. Les orphelinats sont tellement nombreux dans ce pays, il nous manque de moyens. S'il ne peut pas aller dans les orphelinats, qu'il achète des sacs de riz à donner aux cantines scolaires. C'est mieux. Passons à autre chose. Le Patriote écrit ce matin, Laurent Roland-Antonin Kessié de Yao Tinubu en passe d'être réélu malgré son bilan. Bon, est-ce qu'il sera réélu? Ce n'est pas au Bénin que nous allons dire qu'il sera réélu. C'est vrai qu'il a vite capitulé dans la crise face au Niger parce que les gens lui ont clairement dit s'il doit continuer, ça ne va pas être facile pour lui. Donc, il a tellement de problèmes chez lui. Il a tellement de problèmes. Donc, oui, est-ce que les Nigériens vont lui faire confiance pour qu'il soit les chefs d'État, pardon. Les chefs d'État vont lui permettre d'être élu. C'est vrai qu'on a proposé ça. J'ai appris qu'ils ont proposé ça à qui? À Diomaye Faye, qui a refusé, qui a décliné l'offre. Et il a décliné l'offre. Est-ce que fondamentalement, il n'y a pas de chef d'État qui pourrait accepter ça? C'est vrai qu'à un moment donné, Patrice Talon-aussi avait décliné l'offre parce qu'il aurait posé des conditions. Souhaité justement une réforme. Voilà, et donc, et Tinubu à la tête de la CEDEAO, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement? Faisons le bilan. Une CEDEAO dépassée par les événements. Déjà, il faut commencer par la fermeté dans le discours, dès la prise. Oui, fermeté et puis capitulation. Parce qu'il a été le premier à induire même notre chef d'État en erreur pour dire qu'il faut faire ci, faire ça. Et puis... Je pense qu'avec le recul, oui, on peut le dire ouvertement, oui. Enfin, je pense que ce rapprochement, voilà. Quand je parle comme ça, vous êtes Nigeria. Ben oui, quand je parle des choses comme ça, c'est mieux. Ce rapprochement, oui, donc, arrêtez, a eu un effet positif, mais... Arrêtez, c'est Tinubu qui nous a induit en erreur, c'est ça, non? Ben oui, d'une certaine manière. Ah, ok, d'accord. D'une certaine manière. On a voulu être en bon élève. Donc, Tinubu nous a induit en erreur. Et la CEDEAO dépassée par les événements. La CEDEAO restait muette sur des questions essentielles de la sous-région. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a le poids de l'âge aussi. Bon, peut-être qu'il y a tellement de problèmes dans son pays. Je préfère qu'on parle parce que nous ne commettons pas un crime d'agisme comme non, mais écoutez, Tinubu, c'est un monsieur qui est au soir de sa vie. Hein. Mais oui, c'est pas moi qui le dis. Il y a des messieurs depuis de 90 ans qui sont encore très, très smart. Donc, ce n'est pas l'âge le problème. Ce n'est pas l'âge le problème. Ne parlez pas de... Oui, alors c'est vrai qu'il a beaucoup de problèmes au Nigeria. Déjà, sur le plan social, si sur le plan économique. Voilà. Moi, j'estime... Sur le plan sécuritaire, il y a tellement de problèmes au Nigeria, peut-être qu'il est dépassé par tout ça et donc finalement, sa présidence... Vous avez vu la dernière... Bon, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas bon. C'est pour vous dire, pour vous expliquer qu'en fait, c'est monsieur... après ce premier mandat à la tête du Nigeria, s'il finit, c'est mieux pour lui d'aller se reposer. D'accord. On vous aura compris. On va finir, Laurent Roland, maintenant par ceci très rapidement. C'est le quotidien, je pense. Je vais retrouver la une. Un instant, fête internationale de la musique. Le gouvernement offre 2 spectacles ce week-end. Le territorial, on parle. Il y en a un à Cotonou, il y en a un autre pour Parakou. Oui, bon, on ira quand même chanter et danser. Même si ceux qui disent dans le pays qu'ils ont faim sont sanctionnés, nous allons, malgré bien que nous ayons faim. Bon, moi, je n'ai pas faim parce que Dieu me fait grâce tous les jours. Mais il y a des Béninois qui ont faim. Donc, mais je vais inviter ces Béninois, même s'ils ont faim,
de se rendre pour aller se faire plaisir. Parce qu'on vit pas on ne vit qu'une fois. Hein. Donc oui, on va se faire plaisir. Que pensez-vous de cette habitude qui a été prise depuis peu par le gouvernement d'offrir un spectacle, mais en différé? Oui. Ça fait quoi, 2 ou 3 années successives? Le 21 est passé inaperçu. Voilà, à chaque fois, c'est en différé. En différé, non, parce que le 21, c'était pas... C'était un vendredi. C'était un vendredi. Et le show de cette semaine, justement, ça va se passer ce vendredi à Cotonou, et puis je pense le samedi à Parakou. Les gens décident de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, ils décident, c'est eux qui définissent la politique du pays. Rien à dire par rapport à ça. Non, le problème, c'est que Non, j'ai rien à dire. Non, écoutez, je vous dis clairement que c'est ne jamais le faire qui est le problème. Mais si déjà ils le font, c'est déjà bien. Et je suis heureux aussi qu'au moins, à de telles occasions, on donne la chance aux artistes locaux de se produire. Et puis, ils ont la chance au moins, ceux qui, même parfois galèrent, ont la chance d'émerger pour avoir quelque chose sous la main. C'est une bonne chose. On va travailler à la pérennisation de cette initiative. Je crois qu'il y a des choses initiées par ce gouvernement. Aucun gouvernement ne pourra venir remettre en cause, même si le gouvernement actuel remet beaucoup de choses en cause. Je pense qu'il y a des choses que ceux qui doivent leur succéder doivent travailler à pérenniser pour le bonheur des citoyens, pour le bonheur de tous les acteurs de tous les domaines. Merci à vous, Laurent Roland, Antonin Iquez.